Une femme de ménage répond à un appel en japonais devant son patron millionnaire. Le lendemain, Madame Sophie Kobayashi tenait le téléphone du bureau avec des mains tremblantes, toujours gantée de ses gants de ménage jaunes. De l'autre côté de la ligne, une voix pressée parlait rapidement en japonais, et elle répondait avec fluidité sans remarquer que le docteur Philippe Dupont, PDG de Dupont Ingénierie, s'était arrêté derrière elle, bouche bée. Cette femme, de 52 ans, travaillait comme femme de ménage dans cet immeuble commercial haut de gamme du centre de Paris depuis 3 ans. Chaque jour, elle arrivait à 5 heures du matin, nettoyait les bureaux avant l'arrivée des cadres et disparaissait dans les couloirs comme une ombre invisible. Personne ne savait que sous cet uniforme bleu marine usé se cachait une ingénieure, diplômée de l'université de Tokyo. « Hai, wakarimashita. Ashita no kaigi wa juji kara desu ne » disait Sophie au téléphone, confirmant les détails d'une réunion. « Kobayashi-san ni tsutaete kudasai » Philippe Dupont n'en croyait pas ses oreilles. C'était la même femme qu'il saluait à peine dans les couloirs, à qui il adressait seulement des ordres secs lorsqu'il trouvait de la saleté dans son bureau. Le même homme qui, la semaine précédente, s'était plaint au superviseur du ménage que ces gens-là étaient incapables de comprendre des instructions complexes. Sophie raccrocha le téléphone et se retourna, croisant le regard stupéfait de son patron. Le téléphone avait sonné pendant qu'elle nettoyait la salle de réunion, et comme personne n'était là, elle avait répondu instinctivement. C'était un appel international de la filiale japonaise de l'entreprise, cherchant urgemment le docteur Philippe pour confirmer des détails cruciaux d'un contrat à plusieurs millions d'euros. « Vous parlez japonais ?» balbutia Philippe, essayant encore de digérer ce qu'il venait d'entendre. Sophie baissa les yeux, serrant fermement son chiffon. Elle savait qu'elle avait commis une erreur. Après des années à cacher son passé, un instant d'inattention pouvait lui coûter son emploi, aussi modeste soit-il, qui faisait vivre sa famille. « Désolé, docteur. Le téléphone sonnait sans arrêt et je... » commença-t-elle, mais Philippe l'interrompit. « Non, non. Que voulait-il? Qu'ont-ils dit à propos du contrat avec la corporation Takeda ?» Sophie hésita. Révéler qu'elle avait compris les détails techniques de la conversation serait admettre qu'elle en savait bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Mais mentir maintenant serait pire. Ils ont confirmé la réunion pour demain à 10 heures, heure de Tokyo. Ils ont dit qu'il y avait une clause dans le contrat concernant des spécifications techniques à revoir. Quelque chose sur la résistance des matériaux pour le pont. Philippe recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup. La corporation Takeda était son plus gros client international, un contrat de 50 millions d'euros pour la construction d'un pont au Japon. Et sa femme de ménage non seulement parlait couramment japonais, mais comprenait aussi des termes techniques d'ingénierie. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Qui êtes-vous ? Demanda Philippe, sa voix mêlant surprise et quelque chose que Sophie ne parvenait pas à identifier. Colère, curiosité, peur. Sophie respira profondément. Après 3 ans à vivre dans l'ombre, il était peut-être temps d'affronter son passé. Mais les mots ne sortaient pas. Comment expliquer à cet homme puissant qui ne la voyait que comme une employée invisible, qu'elle avait autrefois conçu des ponts et des bâtiments? Comment dire que la vie nous mène parfois sur des chemins que nous n'avions jamais imaginés? Je ne suis que Sophie, docteur. La femme de ménage du 3e étage, répondit-elle enfin, espérant qu'il la laisserait partir, mais Philippe ne bougea pas. Ses yeux parcouraient son visage comme s'il la voyait pour la première fois. Les rides autour des yeux, les mains calleuses à force de travail, la posture courbée de quelqu'un qui a passé des années à être ignoré. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, une intelligence, une dignité qu'il n'avait jamais remarquée. « J'ai besoin que vous m'accompagniez dans mon bureau », ordonna-t-il en se retournant pour partir. « Tout de suite. » Sophie sentit son estomac se serrer. Elle allait être licenciée, elle en était certaine. Elle pensa à ses 2 petits-enfants, Lucas et Amy, qui dépendaient d'elle depuis que sa fille Marie s'était retrouvée au chômage. Elle pensa au loyer en retard, aux factures d'électricité qui s'accumulaient, aux médicaments pour sa tension qu'elle devait acheter. Dans le luxueux bureau du PDG, avec une vue panoramique sur la ville, Philippe lui désigna une chaise. Sophie s'assit au bord, mal à l'aise dans cet espace qu'elle avait l'habitude de nettoyer, mais jamais d'occuper.
Je vais être direct, commença Philippe en s'asseyant derrière son immense bureau en acajou. J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment japonais pour une réunion cruciale demain. Mon interprète est malade et vous semblez compétente. Sophie faillit rire de l'ironie. Compétente. S'il savait qu'elle avait été chef de projet à la corporation Nakano, l'un des plus grands constructeurs du Japon. S'il savait qu'elle était revenue en France pour s'occuper de sa mère malade et n'avait jamais pu retrouver un emploi dans son domaine. « Je ne pense pas que ce soit approprié, docteur, » répondit-elle prudemment. « Je ne suis qu'une femme de ménage. » Philippe se pencha en avant, son visage masquant son irritation. « Je me fiche de ce que vous êtes. Vous avez besoin de ce travail, non? Alors vous ferez ce que je dis. » Les mots tranchèrent Sophie comme des lames. C'était toujours ainsi. Pour des hommes comme Philippe Dupont, les gens comme elle n'étaient que des outils, des objets à utiliser, selon leur convenance. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle n'avait pas le choix. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle. « Parfait. Demain à 8 heures du matin. Habillez-vous, convenablement, » dit-il en faisant un geste vague en direction de son uniforme. « Je ne peux pas présenter une femme de ménage aux Japonais. » Sophie quitta la pièce, le cœur serré. Convenablement. Comme si des vêtements pouvaient changer qui elle était, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait perdu. Mais quelque chose d'autre la troublait. Pourquoi Philippe était-il si désespéré? Un homme avec ses ressources aurait sûrement d'autres options. Ce soir-là, dans son petit appartement de Saint-Denis, Sophie contempla le seul costume qu'elle avait gardé de sa vie d'avant. Un ensemble gris foncé, bien conservé malgré les années, qu'elle gardait au fond de son armoire comme une relique d'un passé lointain. Ses petits-enfants jouaient dans le salon, inconscients du tourbillon d'émotions de leur grand-mère. « Mamie, pourquoi tu pleures ?» demanda Amy, 7 ans, en lui serrant les jambes. Sophie essuya rapidement ses larmes. Comment expliquer à un enfant que parfois, la vie nous oblige à cacher qui nous sommes vraiment, que la fierté a un prix, et que ce prix est parfois trop élevé. « Ce n'est rien, mon amour. Mamie est juste fatiguée, » mentit-elle en caressant les cheveux noirs de sa petite fille. Marie rentra tard ce soir-là, épuisée par une autre journée de recherche d'emploi infructueuse. À 32 ans, mère célibataire de 2 enfants, elle dépendait entièrement du salaire de femme de ménage de sa mère. Lorsque Sophie lui raconta ce qui l'attendait le lendemain, Marie s'inquiéta. « Maman, tu es sûre? Et s'il découvre ton passé ?» Sophie avait caché beaucoup de choses à sa propre fille. Marie savait que sa mère avait travaillé au Japon, mais pas l'étendue de sa carrière, ni la vraie raison de son retour en France. « Ils ne découvriront rien, » la rassura Sophie. « C'est juste une traduction. J'entre, je traduis, je sors. » C'est simple. Mais rien dans la vie de Sophie Kobayashi n'avait été simple. Et le lendemain prouverait que le passé, aussi profondément qu'on essaie de l'enterrer, trouve toujours un moyen de ressurgir. Le lendemain matin, Sophie arriva au bureau vêtue de son ancien costume. Les gardes de sécurité l'ont à peine reconnue. Et elle a dû montrer 3 fois son badge d'employé de nettoyage avant d'être autorisée à monter. Dans les couloirs, d'autres employés la regardaient avec curiosité, chuchotant entre eux. Philippe l'attendait avec impatience dans son bureau, vérifiant sa montre à chaque minute. Lorsqu'elle entra, il l'examina des pieds à la tête, visiblement satisfait de son apparence. « Mieux, » murmura-t-il, « les Japonais sont très formels. Nous ne pouvons pas nous permettre... » « Des gaffes ?» compléta Sophie, avec une pointe d'amertume dans la voix. Philippe la dévisagea, surpris par son ton. C'était la première fois en 3 ans qu'elle montrait une émotion autre que la soumission. « Exactement, » répondit-il froidement. « Allons en salle de conférence, ils appelleront dans 15 minutes. » La salle de conférence était impressionnante, avec une immense table en verre et des fauteuils en cuir qui coûtaient plus que ce que Sophie gagnait en 1 an. Philippe lui désigna une chaise à ses côtés, face à l'écran où apparaîtrait l'équipe japonaise. « Vous traduirez exactement ce qu'ils diront, » lui ordonna-t-il. « Mot à mot, pas d'interprétation, ni de résumé. Compris ?» Sophie hocha la tête, mais intérieurement une petite flamme de rébellion commençait à s'allumer. Mot à mot, comme si traduire ne consistait qu'à remplacer des mots sans tenir compte du contexte, de la culture, des nuances. Mais elle se tairait, pour l'instant. L'écran s'illumina, montrant 5 cadres japonais dans une salle de réunion impeccable. Sophie reconnut immédiatement l'homme au centre. Haruki Takeda, PDG de la corporation Takeda.
Ils avaient travaillé ensemble 20 ans plus tôt, quand elle était encore Yumi Kobayashi, l'une des ingénieures les plus prometteuses du Japon. Le cœur de Sophie s'emballa. La reconnaîtrait-il? 2 décennies avaient repassé, elle avait vieilli, changé de nom, bâti une nouvelle vie. Mais les yeux ne changent jamais complètement. Ohayu gozaimasu, Dupont-Sang, salua Takeda en s'inclinant légèrement. Philippe regarda Sophie avec attente, et elle traduisit mécaniquement. La réunion se poursuivit avec des discussions techniques sur le projet de pont. Sophie traduisait avec précision, mais son esprit était en ébullition. À tout moment, Takeda pouvait la reconnaître. Puis, le désastre commença. Un des ingénieurs japonais souleva un problème critique dans la conception structurelle du pont. Les spécifications envoyées par Dupont Ingénierie contenaient une erreur de calcul qui pouvait compromettre toute la structure. En japonais, technique rapide, il débattait de la gravité de la situation. Sophie traduisait fidèlement, voyant le visage de Philippe pâlir à chaque mot. L'erreur était grave, très grave. Elle pouvait non seulement coûter le contrat, mais aussi ouvrir la voie à des poursuites pour négligence professionnelle. « C'est impossible !» explosa Philippe. « Mes ingénieurs ont vérifié ces calculs des dizaines de fois. » Sophie traduisit la réponse. Mais les Japonais ne semblaient pas convaincus. C'est alors que Takeda posa une question qui changerait tout. « Dupont-Sang, qui est cette dame à vos côtés ?» Elle traduit avec une précision technique impressionnante. Philippe hésita. Comment expliquer que son interprète était en réalité la femme de ménage de l'immeuble? « C'est une consultante temporaire », mentit-il. Takeda plissa les yeux, étudiant Sophie à travers l'écran. Elle garda un visage impassible, professionnel, priant pour qu'il ne la reconnaisse pas. « Intéressant », murmura Takeda en japonais. « Demandez-lui si elle pourrait revoir les calculs. Quelque chose me dit qu'elle comprendrait. » Sophie traduisit la première partie, mais omit la seconde. Philippe, déjà en sueur, accepta d'envoyer les calculs pour relecture par l'équipe japonaise. La réunion se termina avec la promesse d'une réponse sous 48 heures. Lorsque l'écran s'éteignit, Philippe s'effondra dans son fauteuil, se passant les mains sur le visage. « Je suis ruiné », murmura-t-il. « Si je perds ce contrat, l'entreprise fera faillite. 300 emplois perdus. Ma réputation détruite. » Sophie resta silencieuse, luttant contre des sentiments contradictoires. Une partie d'elle éprouvait une sombre satisfaction à voir cet homme arrogant désespéré. Mais une autre partie, celle qui avait été leader, responsable d'équipe et de projet, comprenait le poids de cette responsabilité. « Je peux essayer d'aider », entendit-elle dire. Philippe leva la tête, la regardant comme si elle avait perdu la raison. « Vous, comment une femme de ménage pourrait-elle aider avec des calculs d'ingénierie structurelle? Et voilà, le mépris, l'arrogance, la certitude absolue que quelqu'un comme elle ne pouvait offrir que des Services Manuals. » Sophie sentit des décennies d'humiliation et de frustration bouillonner en elle. « Oubliez ça, » dit-elle en se levant. « Je dois retourner travailler. Le 3e étage ne se nettoie pas tout seul. »« Attendez !» Philippe se leva, à son tour désespéré. « Si vous pouvez aider d'une quelconque manière, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » 2 mots que Sophie ne lui avait jamais entendu prononcer. Elle s'arrêta à la porte, sans se retourner. « L'erreur se trouve dans la section 7B des calculs de charge, » dit-elle calmement. L'équipe n'a pas pris en compte le coefficient de dilatation thermique de l'acier dans les climats extrêmes. En hiver japonais, avec les variations de température, la structure telle que conçue créerait des tensions fatales au point de soudure. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie entendait la respiration lourde de Philippe derrière elle. « Comment savez-vous cela ?» Sa voix n'était qu'un murmure. Sophie se retourna enfin, le regardant droit dans les yeux. « Parce que j'ai conçu 3 des plus grands ponts de Tokyo, docteur Dupont. Parce que j'ai été chef du département d'ingénierie structurelle de la corporation Nakano pendant 10 ans. Parce qu'avant d'être votre femme de ménage invisible, j'étais quelqu'un. » Philippe dut s'appuyer sur la table. Le monde semblait s'être renversé. Sa femme de ménage. La femme qu'il traitait comme un objet qu'il considérait à peine humaine était une ingénieure de calibre international. Mais pourquoi? Comment? Il ne parvenait pas à former des phrases complètes. Sophie soupira. La vérité, gardée si longtemps, pesait sur sa poitrine comme du plomb. La vie, docteur Dupont. La vie arrive. Des choix sont faits. Les priorités changent.
On ne peut pas toujours être qui on était, dit-elle, la voix chargée d'une tristesse ancienne. Maintenant, si vous m'excusez, j'ai des toilettes à nettoyer. Non, Philippe cria presque. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je dois comprendre. J'ai besoin de votre aide. Et ainsi, pour la première fois en 3 ans, Sophie Kobayashi s'assit comme une égale dans cette pièce. Non comme une servante, mais comme la professionnelle qu'elle avait été. Philippe servit le café avec des mains tremblantes, le rapport de force entre eux complètement inversé. « S'il vous plaît, » répéta-t-il, « racontez-moi votre histoire. Et ensuite, aidez-moi à sauver mon entreprise. » Sophie prit la tasse de café, la vapeur s'élevant en spirale qui semblait apporter des souvenirs du passé. Par où commencer? Comment condenser une vie entière de réussite et de perte en des mots qui auraient du sens? Mon vrai nom. Ayumi Kobayashi, commença-t-elle, la voix basse mais ferme. Je suis née à Paris, fille d'immigrants japonais. À 18 ans, j'ai obtenu une bourse pour étudier l'ingénierie à Tokyo. C'était le rêve de mon père, voir sa fille diplômée d'une université prestigieuse. Philippe écoutait en silence, son visage un masque de choc et de ce qui semblait être de la honte. Je suis diplômé avec mention. J'ai été embauché par la corporation Nakano, l'un des plus grands constructeurs du Japon. En 15 ans, je suis passé d'ingénieur junior à chef de département. J'ai conçu des ponts, des gratte-ciel, des stations de métro. Elle fit une pause, un sourire mélancolique aux lèvres. J'étais respecté. J'avais une carrière, un avenir. Que s'est-il passé? Demanda Philippe doucement. Sophie ferma les yeux, les souvenirs douloureux revenant comme des vagues. Ma mère est tombée malade, Alzheimer précoce. Mon père était parti des années auparavant, et elle n'avait plus personne en France. Je devais choisir ma carrière ou ma mère. Elle ouvrit les yeux, fixant Philippe. J'ai choisi ma mère. Je choisirai toujours ma mère. Le silence s'étira entre eux, lourd de compréhension non dite. Je suis revenu en France en 2005. Je m'en suis occupé pendant 8 ans, jusqu'à la fin. Quand j'ai essayé de retourner sur le marché du travail, j'ai découvert qu'une femme de 45 ans, avec un trou de presque une décennie dans son CV, n'est la bienvenue nulle part. Mes diplômes japonais n'étaient pas totalement reconnus ici. Mon expérience était considérée comme dépassée. Philippe baissa les yeux, gêné. Combien de CV avait-il écarté pour les mêmes raisons? Alors j'ai accepté ce qui se présentait, continua Sophie. Femme de ménage. Au moins, c'était un travail honnête. Ma fille Marie venait d'avoir émis, le père des enfants avait disparu et elle avait besoin d'aide. La fierté est un luxe que les mères et les grands-mères ne peuvent pas se permettre. Mais vos connaissances, votre expérience... Philippe semblait sincèrement perplexe. Ça ne nourrit pas les enfants, docteur Dupont, répondit Sophie avec une simplicité brutale. Les diplômes ne paient pas le loyer quand personne ne veut vous embaucher. Philippe se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait en dessous, des millions d'histoires invisibles, comme celle de Sophie se déroulant à cet instant. « Je suis un idiot », dit-il finalement. « Un arrogant complet. » Sophie ne contredit pas, il n'y avait pas besoin. « À propos de l'erreur dans le projet, » dit-elle, changeant de sujet. « Je peux la corriger, mais j'aurai besoin d'accès aux archives complètes. » Et elle hésita. « Quoi, tout ce que vous voulez ?» Philippe se retourna plein d'espoir. « Je veux que cela reste entre nous. Je ne veux pas que mon nom soit impliqué. J'ai encore besoin de mon travail de femme de ménage, » dit-elle, fermement. Philippe sembla choqué. « Mais je peux vous offrir un poste d'ingénieur. Avec votre expérience... » « Avec mon âge, vous voulez dire ?» Sophie sourit amèrement. « Pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine réduction des coûts? Jusqu'à ce que quelqu'un de plus jeune et moins cher apparaisse? Non, merci. Je préfère la sécurité d'un emploi modeste mais stable. » C'était une pensée dévastatrice, mais vraie. Philippe se rassit, paraissant plus petit, plus humain que Sophie ne l'avait jamais vu. « D'accord, » acquiesça-t-il, « mais laissez-moi au moins vous payer correctement pour votre travail. Reconsultante. » Un supplément serait le bienvenu, admit Sophie. Lucas a besoin d'un appareil dentaire et l'assurance du ménage ne le couvre pas. Ils passèrent le reste de la journée à travailler. Sophie analysa les calculs, identifiant non seulement l'erreur principale, mais aussi plusieurs autres optimisations qui pourraient économiser des millions sur le projet. Philippe regardait émerveillé, tandis qu'elle remplissait des tableaux blancs avec des équations complexes, ses mains bougeant avec l'assurance de quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. « C'est comme faire du vélo », commenta-t-elle.
à un moment remarquant son regard. Le vrai savoir ne disparaît jamais. Il sommeille simplement. À 6 heures du soir, quand le bureau était presque vide, ils avaient résolu tous les problèmes techniques. Sophie prépara un rapport, détaillé, prenant soin qu'il semble avoir été fait par l'équipe de Philippe. « Cela sauvera le contrat », dit Philippe, tenant les feuilles comme si c'était de l'or. « Cela sauvera l'entreprise. Je ne sais pas comment vous remercier. » Sophie avait déjà repris son matériel de ménage, retournant au rôle que le monde attendait d'elle. « Traitez-moi simplement avec respect à partir de maintenant, dit-elle simplement. Bonjour et bonsoir. S'il vous plaît et merci. C'est tout ce que tout être humain mérite. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à nous lancer. Maintenant, continuons. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle plus tard que d'habitude. Marie l'attendait, inquiète, les enfants déjà endormis. « Maman, que s'est-il passé ? Pourquoi as-tu mis autant de temps ?» Sophie s'assit lourdement sur le canapé usé, enlevant ses chaussures douloureuses. « Juste une longue journée, ma fille. Rien de grave. » Mais Marie connaissait bien sa mère. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Maman » commença-t-elle, mais Sophie l'interrompit. « Je vais prendre une douche. On en parle demain, d'accord ?» Sous l'eau tiède, Sophie laissa enfin couler ses larmes. Des larmes de soulagement, de tristesse, de colère accumulées. Pendant quelques heures, elle avait été Yumi à nouveau. Elle avait utilisé son cerveau, ses connaissances, ses véritables compétences. Et maintenant, elle devait redevenir invisible. Le téléphone sonna alors qu'elle sortait de la douche. Le numéro était inconnu, international. Le cœur battant, elle répondit. « Yumi ?» La voix de l'autre côté parlait japonais. « C'est bien toi, n'est-ce pas ? Je t'ai reconnu aujourd'hui pendant la visioconférence. C'était Haruki, Takeda. » Sophie ferma les yeux, s'appuyant contre le mur. « Je pense que vous faites erreur, monsieur Takeda. Je m'appelle Sophie. »« Yumi, s'il te plaît, je reconnaîtrai tes yeux entre mille. Et la façon dont tu as traduit, seule une personne avec une profonde expertise technique aurait pu être aussi précise. Sa voix était douce, nostalgique. Que t'est-il arrivé ? Nous t'avons cherché pendant des années. Tu as simplement disparu. » Sophie sentit le poids de 2 décennies s'effondrer sur ses épaules. « La vie est passée par là, Haruki. J'ai dû faire des choix. Mais pourquoi ne nous as-tu pas contactés ? Nous aurions pu t'aider. Tu étais notre meilleur ingénieur, Yumi. Tu nous manques encore dans l'équipe. » Les mots étaient comme des couteaux dans le cœur de Sophie. Ce qui aurait pu être, ce qui ne serait jamais. « C'était une autre époque, une autre vie, » répondit-elle, la voix étranglée. « S'il te plaît, Haruki, ne dis rien à personne. J'ai une vie ici, maintenant. Simple, mais c'est la mienne. » Un long silence s'ensuivit. « Si c'est ce que tu veux. » « Mais Yumi, si un jour tu veux revenir, les portes te seront toujours ouvertes. Le monde a besoin d'esprit comme le tien. » Après avoir raccroché, Sophie pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle pleura la jeune femme ambitieuse qu'elle avait été, les rêves abandonnés, les choix impossibles que la vie nous force à faire. Marie la trouva ainsi, recroquevillée dans un coin de la chambre, et la serra dans ses bras sans poser de questions. « Tout va bien, maman. Je suis là. Nous sommes là. » Les jours suivants, la vie sembla revenir à la normale. Sophie reprit sa routine de ménage. Philippe se mit à la saluer poliment dans les couloirs, et le contrat avec la corporation Takeda fut sauvé. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Philippe commença à vraiment voir les gens autour de lui. La réceptionniste qui étudiait le droit le soir, l'agent de sécurité qui écrivait de la poésie pendant ses pauses, le concierge qui parlait 4 langues. Combien d'histoires extraordinaires se cachaient derrière des uniformes et des badges. Une semaine après l'incident, Philippe convoqua Sophie pour une réunion. Elle hésita, craignant qu'il ait changé d'avis sur garder son secret. « J'ai une proposition, » dit-il dès qu'elle entra. « Pas en tant qu'ingénieur, je sais que tu ne veux pas ça, mais en tant que consultante en éducation. » Sophie sourcilla, curieuse. « Je veux créer un programme de formation pour les employés, » expliqua Philippe. « Beaucoup ont des talents et des connaissances inexploitées. Je veux leur donner de vraies opportunités. Et j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les 2 côtés, qui a vécu cela. Vous voulez que je coordonne ça ?» Sophie était sincèrement surprise. « Qui de mieux ? Tu connais les obstacles, les préjugés, les difficultés réelles.
Et tu as la formation technique pour structurer un programme sérieux. Philippe semblait enthousiaste. Tu pourrais garder ton emploi actuel et faire ça à temps partiel, avec une rémunération adaptée, bien sûr. Sophie réfléchit à la proposition. C'était une chance d'aider d'autres personnes dans la même situation, de créer des opportunités qu'elle-même n'avait pas eues. Et votre conseil d'administration? Ils vont accepter qu'une femme de ménage coordonne un programme éducatif. Philippe sourit, un sourire différent de d'habitude, plus humain. Je te présenterai comme S. Kobayashi, consultante en éducation avec une expérience internationale, ce qui est absolument vrai. Pour la première fois depuis des années, Sophie ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ce n'était pas un retour à l'ingénierie, mais c'était une chance d'utiliser ses compétences pour quelque chose de significatif. « Je vais y réfléchir », dit-elle. Mais Philippe pouvait voir dans ses yeux que la réponse serait oui. En sortant de la pièce, Sophie croisa d'autres employés d'entretien dans le couloir. Madame Dubois, la dame de 65 ans, qui nettoyait le 2e étage. Monsieur Bernard, responsable des toilettes. Céline, la jeune mère célibataire qui travaillait de nuit. « Tout va bien, Sophie ?» demanda Madame Dubois, inquiète. « Le docteur ne vous crée pas des problèmes, au moins ?»« Non, » répondit Sophie, un petit sourire aux lèvres. « Je crois que les choses pourraient changer ici. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophie trouva Marie en train d'aider Lucas avec ses devoirs de maths. Le garçon de 10 ans luttait avec les fractions, frustré. « Mamie !» s'exclama-t-il en la voyant. « Tu es bonne en maths, hein? Maman a dit que tu avais beaucoup étudié. » Sophie s'assit à côté de son petit-fils, regardant le problème. « Voyons ce que nous avons ici, » dit-elle en prenant le crayon. Tout en expliquant les fractions avec des exemples pratiques de la cuisine, Sophie remarqua qu'Émile l'observait attentivement. « Mamie, quand je serai grande, je veux être intelligente comme toi, » dit la petite fille. « Tu l'es déjà, mon amour, » répondit Sophie en l'embrassant sur le front. « Et tu seras ce que tu voudras. Le monde change, ce sera différent pour vous. » Marie observait sa mère avec les enfants, remarquant le changement subtil dans son attitude. Il y avait une énergie différente, une étincelle qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Maman, que s'est-il vraiment passé cette semaine ?» demanda-t-elle lorsque les enfants furent couchés. Sophie hésita puis raconta tout, l'appel en japonais, la révélation à Philippe, la proposition de Takeda, le nouveau projet. Marie écouta en silence, les yeux remplis de larmes. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Sur qui tu étais vraiment ?»« Parce que j'avais peur que tu te sentes coupable, » avoua Sophie. « Je suis revenue à cause de ta grand-mère, mais je suis restée pour toi et les enfants. Et je ne l'ai jamais regretté. Pas une seconde. » Marie serra sa mère dans ses bras. « Tu es la femme la plus incroyable que je connaisse, et tu mérites cette seconde chance. » Le lendemain, Sophie accepta officiellement la proposition de Philippe. Le programme serait lancé discrètement, commençant par une recherche pour identifier les talents cachés parmi les employés. Sophie insista pour inclure non seulement les employés directs de l'entreprise, mais aussi les sous-traitants, nettoyage, sécurité, restauration. Le premier défi vint de là où elle s'y attendait le moins, la résistance des employés eux-mêmes. Beaucoup, comme elle, avaient appris à rester invisibles, à ne pas attirer l'attention. La peur de l'exposition, du jugement, de créer de faux espoirs était palpable. « Pourquoi maintenant ?» questionna M. Bernard lors d'une des premières réunions. « Je travaille ici depuis 15 ans. Pourquoi veulent-ils soudain savoir si j'ai d'autres talents ?» Sophie comprenait la méfiance. Combien d'initiatives d'entreprise commençaient avec de grandes promesses pour finir en queue de poisson? « Parce que quelqu'un a enfin ouvert les yeux, » répondit-elle honnêtement. « Et parce que nous avons la chance de faire les choses différemment, mais ça ne marchera que si vous faites confiance. Je sais que c'est difficile. »« Tu es des nôtres, Sophie, » dit Madame Dubois. « Si tu dis que c'est vrai, nous te croyons. » Peu à peu, les histoires commencèrent à émerger. Monsieur Bernard avait été comptable avant qu'une crise financière ne détruise la petite entreprise où il travaillait. Madame Dubois avait été professeure de français, mise à la retraite forcée à cause des coupes budgétaires dans l'éducation. Céline étudiait la programmation en ligne au petit matin, rêvant d'une carrière dans la technologie. Philippe suivait les progrès avec un intérêt sincère. Le changement en lui était remarquable, pas seulement dans son attitude envers les employés, mais dans toute son approche des affaires. « Tu sais, ce qui m'impressionne le plus, commenta-t-il lors d'une réunion d'évaluation,
la quantité de potentiel gaspillé. Combien d'entreprises doivent être dans la même situation, ignorant des trésors humains par préjugés ou aveuglement? Sophie acquiesça, mais garda pour elle la pensée qu'il avait fait partie du problème pendant des années. Le vrai changement prend du temps, et au moins, il essayait. Le programme commença par des cours de français et de mathématiques, de base pour ceux qui en avaient besoin, évoluant vers des formations techniques et professionnelles. Sophie coordonnait tout avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà géré de grands projets, mais avec la sensibilité de quelqu'un qui connaissait les luttes quotidiennes de ces personnes. Un mois après le début du programme, eut lieu le premier grand test. L'entreprise avait besoin d'un programmeur junior de toute urgence, et les RH avaient du mal à trouver des candidats. Philippe se souvint de Céline et suggéra de lui faire passer un test. Mais elle n'a pas de diplôme complet, argumenta le responsable des RH. Juste des cours en ligne. Faites-lui passer le test technique, insista Philippe. Si elle échoue, fin de la discussion, mais si elle réussit, Céline réussit, avec l'une des meilleures notes que le département ait jamais vues. La jeune mère célibataire, qui nettoyait les bureaux le soir, devint programmeuse junior, avec un salaire 3 fois plus élevé et des perspectives d'évolution. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Soudain, le programme de Sophie avait des listes d'attente. Les employés qui avaient caché leurs qualifications pendant des années commencèrent à se manifester. Mais tout n'était pas rose. Certains cadres de l'entreprise résistaient à l'idée, la voyant comme disruptive et potentiellement dangereuse. Si nous commençons à promouvoir des femmes de ménage et des agents de sécurité, quel message envoyons-nous au marché? Questionna le directeur financier lors d'une réunion du conseil. Le message que nous valorisons le talent au-dessus des préjugés, répondit Philippe fermement. Que nous sommes innovants non seulement en ingénierie, mais aussi dans la gestion des ressources humaines. Sophie, qui présentait les résultats préliminaires du programme, resta professionnelle, mais bouillonnait intérieurement. Femmes de ménage et agents de sécurité, comme s'ils étaient des sous-catégories humaines, et non des personnes avec des histoires, des rêves et des capacités. Avec tout le respect, intervint-elle, sa voix contrôlée mais ferme, l'entreprise a économisé 2 millions d'euros sur le projet Takeda grâce au travail d'une femme de ménage. Peut-être devrions-nous revoir nos préjugés sur qui peut ou non apporter de la valeur. Le silence qui suivit fut gênant. Tout le monde connaissait l'histoire, bien que les détails fussent confidentiels. Philippe avait été transparent sur l'erreur qui avait failli coûter le plus gros contrat de l'entreprise et comment elle avait été résolue. De plus, continua Sophie, Céline, notre ancienne employée de ménage, a déjà identifié et corrigé 3 bugs critiques dans le système de l'entreprise lors de son premier mois en tant que programmeuse. Des bugs que l'équipe précédente n'avait pas détectés en 2 ans. Le directeur financier recula, mais Sophie sentait que la bataille n'était pas gagnée. Il y avait des forces conservatrices puissantes dans l'entreprise, des gens qui profitaient du statu quo et ne voulaient pas de changement. Ce soir-là, Sophie reçut un appel inattendu. C'était Takeda à nouveau. « Yumi, j'ai entendu parler du programme que vous développez chez Dupont Ingénierie, dit-il en japonais. C'est admirable. Exactement le type d'innovation sociale dont le monde a besoin. Comment l'avez-vous su ?» Sophie était surprise. Philippe en a parlé lors de notre dernière conversation. Il est très fier du projet. Et de vous, bien qu'il ne sache pas que je connais votre vraie identité. Takeda marqua une pause. Yumi, j'ai une proposition. La corporation Takeda veut s'étendre en France. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les 2 cultures, qui puisse construire des ponts non seulement physiques, mais humains. Sophie sentit son cœur s'emballer. C'était une offre tentante, une chance de revenir à l'ingénierie par la grande porte. « Haruki, vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » l'interrompit-il gentiment. « Réfléchissez. Nous en parlerons lorsque je serai en France le mois prochain. Mais sachez que l'offre est sérieuse. Salaire de cadre supérieur, avantages complets et surtout le respect pour ce que vous êtes et avez toujours été. » Après avoir raccroché, Sophie resta à regarder par la fenêtre de son petit appartement. Les lumières de la ville scintillaient au loin, chacune représentant une vie, une histoire. À 52 ans, alors qu'elle pensait que son temps était passé, le monde lui offrait soudain des possibilités qu'elle avait enterrées avec sa mère. Marie la trouva ainsi, perdue dans ses pensées. « Maman, tout va bien ?» Sophie lui parla de l'offre de Takeda. Marie écouta attentivement,
son visage mêlant fierté et inquiétude. « Et qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas, » admit Sophie. « Une partie de moi veut accepter, prouver que je peux encore, que je suis toujours l'ingénieur que j'étais. Mais une autre partie a construit quelque chose ici, » compléta Marie. « Le programme chez Dupont change des vies. Tu changes des vies. » C'était vrai. En 2 mois seulement, 5 employés avaient été promus à de meilleurs postes. 15 autres étaient en formation. Le programme était étudié par d'autres entreprises comme modèle d'inclusion et de valorisation des talents. « Et il y a Philippe », ajouta Marie avec un petit sourire. Sophie regarda sa fille, surprise. « Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ?»« Maman, s'il te plaît, vous travaillez ensemble presque tous les jours. Il te respecte et t'admire, clairement. Et toi, tu es différente quand tu parles de lui. »« Marie », protesta Sophie, mais elle sentit son visage s'échauffer. « C'est une relation strictement professionnelle. »« Si tu le dis, » rit Marie. « Mais maman, tu mérites d'être heureuse, dans tous les domaines de la vie, pas seulement professionnellement. » Les jours suivants, Sophie se plongea encore plus dans son travail, essayant de ne pas penser à l'offre de Takeda ou aux insinuations de Marie sur Philippe. Mais la vie a des façons de nous forcer à affronter ce que nous essayons d'éviter. Ce fut lors d'une visite de routine au service ingénierie que le passé de Sophie refit surface de manière inattendue. Elle examinait les CV d'employés, intéressée par une formation technique lorsqu'elle entendit une discussion animée dans la salle de conception. « C'est impossible, la structure ne tiendrait pas », criait un jeune ingénieur. Sophie s'approcha discrètement. Sur l'écran de l'ordinateur, elle vit les plans d'un nouveau pont, faisant partie d'un projet d'expansion urbaine. Son œil expert identifia immédiatement le problème, le même type d'erreur qu'elle avait repéré dans le projet Takeda. Sans réfléchir, elle entra dans la pièce. « Excusez-moi, mais si vous déplacez le point d'appui central de 3,7 mètres vers le nord, la répartition de la charge serait équilibrée, » dit-elle en montrant l'écran. Les 5 ingénieurs dans la pièce se tournèrent vers elle. Le plus jeune, qui avait crié, rit avec dédain. « Madame, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici c'est de l'ingénierie avancée, pas du nettoyage de sol. » L'insulte frappa Sophie comme une gifle. Un instant, elle envisagea de partir, de retourner dans l'invisibilité sûre, mais quelque chose en elle se rebella, assez de se cacher. « Jeune homme, je calculais des charges structurelles quand vous portiez encore des couches, » répondit-elle calmement en s'approchant du tableau blanc. « Je peux ?» Sans attendre de réponse, elle commença à écrire des équations. Ses mains bougeaient avec l'assurance de décennies d'expérience, remplissant le tableau de calculs complexes. Les ingénieurs observaient en silence. Le dédain cédant place à la stupéfaction. « Voici votre problème, » dit-elle en entourant une variable. « Vous avez oublié de considérer la torsion causée par les vents latéraux. Sur le papier, ça semble minime, mais sur 20 ans, cela créerait des fissures fatales. »« Mais qui êtes-vous » balbutia le jeune ingénieur. Avant que Sophie ne puisse répondre, Philippe entra dans la pièce, alerté par l'agitation. « Voici Sophie Kobayashi » dit-il d'une voix chargée d'une autorité qui ne souffrait aucune question, ancienne chef du génie structural de la corporation Nakano, Tokyo, conceptrice des ponts Miyazaki, Hokkaido et Osaka, et actuelle coordinatrice de notre programme de développement des talents. Le silence dans la salle était absolu. Le jeune ingénieur qui l'avait insulté semblait sur le point de s'évanouir. « Elle aussi, » poursuivit Philippe, les yeux fixés sur le jeune homme, « a sauvé le contrat Takeda grâce à son expertise. Je vous suggère donc de lui montrer le respect qui lui est dû. » Sophie ressentit un mélange de gratitude et de gêne. Elle ne voulait pas être défendue, elle voulait être respectée pour ses propres mérites. « Merci, docteur Dupont, mais je peux parler pour moi-même, » dit-elle en se tournant vers les ingénieurs. « Oui, j'ai été tout ce qu'il a dit. Et oui, aujourd'hui, je suis officiellement employé d'entretien. La vie fait des tours intéressants. Mais le savoir est le savoir, peu importe qui le porte ou quel uniforme il porte. » Elle marcha vers la porte puis s'arrêta. « Ah, et vérifiez aussi l'alliage d'acier spécifié. Pour le climat français, vous aurez besoin de quelque chose, avec une meilleure résistance à la corrosion. Les spécifications actuelles sont pour un climat tempéré. » Elle quitta la salle, laissant 5 ingénieurs bouche bée et un PDG avec un sourire d'admiration sur le visage. La nouvelle se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. La femme de ménage qui était ingénieure, la femme qui avait sauvé le contrat de plusieurs millions,
Les spéculations allaient bon train, certaines respectueuses, d'autres moins. Sophie essaya de maintenir sa routine normale, mais c'était impossible. Des employés qui l'ignoraient auparavant venaient maintenant lui demander conseil. Certains avec un intérêt sincère, d'autres par simple curiosité morbide. Ce fut Madame Dubois qui mit les choses en perspective pendant le déjeuner dans la salle de repos. « Tu sais quel est le problème, Sophie ?» dit la dame en remuant son café. « Tu as bousculé l'ordre des choses. Les gens aiment leur petite case bien définie. Femme de ménage est femme de ménage, ingénieur est ingénieur. Quand quelqu'un ne rentre pas dans la case, ça les met mal à l'aise. »« Je n'ai pas demandé à être un symbole, » soupira Sophie. « Je voulais juste faire mon travail en paix. »« Mais tu es un symbole, ma chérie, » insista Madame Dubois. « Pour nous tous. Tu montres que nous sommes plus que nos uniformes, et ça effraie ceux qui profitent de nous maintenir petits. » Cet après-midi-là, Sophie fut de nouveau appelée dans le bureau de Philippe. Elle y alla avec appréhension, craignant que la révélation de son identité n'ait créé des problèmes. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit-il, semblant étrangement nerveux. « Je dois vous parler de plusieurs choses. » Sophie s'assit, remarquant que Philippe semblait lutter avec ses mots. « D'abord, je m'excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui en ingénierie. Je n'aurais pas dû exposer votre histoire de cette façon. » « Vous me défendiez, » reconnut Sophie. « J'apprécie l'intention. »« Deuxièmement, » continua-t-il, « j'ai reçu un appel intéressant du gouvernement régional. Ils ont entendu parler de notre programme et veulent le reproduire dans les entreprises publiques. Ils vous veulent comme consultante principale. » Sophie haussa les sourcils. Les opportunités semblaient se multiplier de façon exponentielle. Et troisièmement, Philippe se leva, marchant nerveusement. « Je dois être honnête sur quelque chose. Ces mois à travailler avec vous ont changé ma perspective sur beaucoup de choses. Pas seulement sur les affaires ou la gestion des personnes, mais sur la vie. » Il lui tourna le dos, regardant par la fenêtre. « Sophie, j'ai développé des sentiments pour vous qui dépassent le professionnel. Je sais que c'est inapproprié. Je sais que ça complique tout, mais je devais le dire. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Sophie sentit son cœur s'emballer, les paroles de Marie résonnant dans son esprit. Elle aussi avait ressenti quelque chose, une connexion qui allait au-delà du travail partagé. Mais il y avait tant de barrières. « Philippe, » commença-t-elle prudemment, « vous êtes un homme bien qui traverse une transformation importante. Mais vous devez être sûr de ne pas confondre admiration ou gratitude avec autre chose. » Il se retourna pour la regarder. « J'ai 47 ans, Sophie. J'ai été marié pendant 15 ans, divorcé depuis 5. Je sais distinguer mes sentiments. Ce que je ressens pour toi était réel. J'ai 52 ans, lui rappela-t-elle. Je suis grand-mère, je suis votre femme de ménage. Tu es l'une des femmes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées, répondit-il avec intensité. L'âge n'est qu'un nombre, et quant à être employé, eh bien, nous avons plusieurs offres sur la table qui pourraient changer cela, non? Sophie se leva, ayant besoin de distance pour réfléchir clairement. Philippe, ma vie est compliquée. J'ai des responsabilités, une famille qui dépend de moi. Et je viens de recevoir une offre d'emploi au Japon qui... Au Japon, sembla-t-il frappé. Tu envisages cela? J'envisage toutes les options, répondit-elle honnêtement. Pour la première fois depuis des années, j'ai des choix. C'est bouleversant. Philippe s'approcha mais garda une distance respectueuse. Je comprends. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais Sophie, pense au moins à la possibilité de m'inclure dans ton avenir, quel qu'il soit. Sophie regarda cet homme qui, pendant des mois, n'était qu'un autre cadre arrogant et qui se montrait maintenant vulnérable, humain, transformé. La vie faisait vraiment des tours inattendus. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour digérer tout ça. Les offres d'emploi, le programme ici et cela. Tout le temps dont tu as besoin ?» acquiesça Philippe. « Promets-moi juste de ne pas disparaître au milieu de la nuit, comme tu l'as fait au Japon il y a 20 ans. » La référence à son passé la prit au dépourvu. Comment savait-il? « Takeda me l'a raconté, » expliqua Philippe, lisant son expression. « Il a appelé pour te poser des questions sur le programme. Nous avons fini par beaucoup parler. Il tient vraiment à toi. » Sophie se sentit exposée, comme si les murs soigneusement construits autour de sa vie s'effondraient. « Je dois y aller, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Les enfants m'attendent pour le dîner. » Sophie, l'appela Philippe alors qu'elle atteignait la porte. «
Quelle que soit ta décision sur tout cela, sache que tu as changé ma vie. En mieux, je t'en serai éternellement reconnaissant. Elle partit sans répondre, les émotions tourbillonnant en elle comme une tempête. À la maison, elle trouva une scène qui la fit s'arrêter sur le pas de la porte. Marie, Lucas et Amy étaient à la table de la cuisine penchés sur des papiers et des livres. Sa fille aidait les enfants avec leurs devoirs, la patience et l'affection évidente dans chaque geste. « Mamie !» s'exclama Amy en la voyant. « Maman nous apprend des choses sur le Japon. Tu savais qu'il y a des robots qui s'occupent des gens là-bas ?» Sophie sourit, entra et les embrassa chacun. « Oui, mon amour, c'est un pays fascinant. »« Maman, ça va ?» demanda Marie, remarquant quelque chose de différent dans son expression. « Tu as l'air troublée. »« Juste fatiguée, » éluda Sophie. La journée a été chargée. Plus tard, une fois les enfants couchés, mère et fille s'assirent sur le petit balcon de l'appartement, prenant le thé. « Maintenant, dis-moi la vérité, » demanda Marie. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sophie lui raconta tout, la révélation de son identité à l'entreprise, l'offre du gouvernement, l'aveu de Philippe. Marie écouta en silence, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle quand Sophie eut fini. « Quand il pleut à verse. »« Que dois-je faire, Marie ?» Sophie demandait rarement conseil à sa fille, mais elle se sentait perdue. Il y a tant de changements, tant de possibilités. Marie prit la main de sa mère entre les siennes. « Maman, tu as passé les 20 dernières années à vivre pour les autres. Pour grand-mère, pour moi, pour les enfants. Tu ne t'es jamais plainte, jamais regrettée, du moins pas à voix haute. Mais maintenant tu as la chance de choisir quelque chose pour toi. Mais, et vous? Si j'accepte l'offre du Japon, nous irons bien, » l'interrompit Marie fermement. « J'ai trouvé un travail, enfin. Assistante administrative, rien d'extraordinaire, mais c'est un début. Et les enfants, elles veulent voir leur mamie heureuse et épanouie. » Sophie regarda sa fille avec fierté. Quand cette jeune fille pleine de doutes qu'elle avait élevée, était-elle devenue cette femme forte? « Et Philippe ?» demanda Marie avec un petit sourire. « Qu'est-ce que tu ressens pour lui ?» Sophie soupira. « Je ne sais pas, il y a quelque chose là, je ne peux pas le nier. Mais c'est si compliqué. L'amour l'est toujours, » philosophe Marie. « La question est, la complication en vaut-elle la peine ?» C'était une bonne question. Sophie passa la nuit blanche à y penser, à penser à toutes les questions que la vie avait posées sur ses genoux. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Nous qui débutons, maintenant continuons. Le lendemain matin, Sophie arriva au travail déterminée à maintenir la normalité. Mais elle trouva l'immeuble en émoi. Des journalistes attendaient à l'entrée, caméra et micro en main. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à M. Bernard, qui observait la scène depuis la loge. « Il semble que l'histoire du programme ait fuité dans la presse, » répondit-il. « Ils appellent ça la révolution corporative ou quelque chose comme ça. Ils veulent parler à la femme de ménage génie, qui est derrière tout ça. » Sophie sentit son sang se glacer. La dernière chose qu'elle voulait, c'était une exposition médiatique. « Il y a une autre entrée ?»« Par l'arrière, par le parking, » indiqua M. Bernard. « Mais Sophie, tôt ou tard, ils te trouveront. » Elle réussit à entrer dans l'immeuble en évitant les journalistes, mais trouva l'intérieur tout aussi chaotique. Les employés chuchotaient dans les couloirs, et elle sentait les regards la suivre. Philippe l'intercepta dans l'ascenseur. « Sophie, nous devons parler. La situation nous échappe. » Dans son bureau, il lui montra les articles en ligne qui circulaient déjà. Une femme de ménage avec un PhD caché révolutionne l'entreprise. Du sceau au conseil, l'histoire inspirante de Sophie Kobayashi. Les titres sensationnalistes faisaient frémir Sophie. « Comment ont-ils découvert ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un a parlé, nous enquêtons. » Philippe semblait furieux. « Mais maintenant, l'important est de gérer ça. Le téléphone ne cesse de sonner. Ils veulent des interviews, des conférences, des documentaires. »« Non, » dit Sophie fermement. « Je ne veux rien de tout ça. Je veux juste travailler en paix. Je comprends, mais Sophie, cela pourrait être une opportunité. Pour le programme, pour inspirer des changements dans d'autres entreprises. » Elle savait qu'il avait raison, mais l'idée de devenir une figure publique la terrifiait. Elle avait passé tant de temps dans l'ombre que la lumière soudaine était aveuglante. « Je dois réfléchir, » dit-elle, « et je dois protéger ma famille de tout ça. »« Bien sûr, je ferai tout pour contenir la situation, » promit Philippe.
Mais Sophie, peut-être est-il temps d'arrêter de vous cacher. Ces mots l'accompagnèrent alors qu'elle tentait de réaliser ses tâches quotidiennes. Mais il était impossible de travailler normalement. Des reporters essayaient de s'infiltrer dans l'immeuble. Les employés l'abordaient constamment. Son téléphone personnel, qui sonnait rarement, ne cessait de recevoir des appels. Ce fut Marie qui appela avec la nouvelle qui changerait tout. « Maman, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants vont bien. Ils vont bien, mais il y a quelqu'un ici qui veut te parler, quelqu'un du Japon. » Sophie sentit son cœur s'emballer. Takeda avait dit qu'il viendrait en France, mais pas si tôt. « J'arrive. » Elle prévint Philippe qu'elle devait partir et prit un taxi, évitant la voiture de l'entreprise qui pourrait être suivie par les journalistes. Pendant le trajet, 1000 pensées lui traversèrent l'esprit. En arrivant chez elle, elle trouva non seulement Takeda, mais 2 autres dirigeants japonais dans son petit salon. Marie avait improvisé un thé. Les enfants observaient avec curiosité les visiteurs étrangers. Yumi, Takeda se leva, s'inclinant respectueusement. Pardonnez cette visite inattendue, mais la situation exigeait urgence. Sophie rendit la révérence, le protocole japonais lui revenant automatiquement. « Monsieur Takeda, c'est un honneur, mais s'il vous plaît, parlons en privé, » demanda-t-il. Marie emmena les enfants dans leur chambre, les laissant seuls. Les autres dirigeants restèrent silencieux et respectueux tandis que Takeda parlait. « Yumi, je suis venu personnellement parce que l'offre que j'ai faite est plus urgente que je ne l'avais expliquée. Nous allons ouvrir non seulement une filiale, mais un centre de recherche et développement complet. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger toute l'opération. » Sophie ressentit le poids de la proposition. Ce n'était pas simplement un emploi, c'était un poste de direction suprême. « Avec tout mon respect, monsieur Takeda, j'ai 52 ans. J'ai été éloigné du marché pendant des décennies. Et vous avez prouvé que cela ne signifie rien, l'interrompit-il. Ce que vous avez accompli chez Dupont Ingénierie, le programme que vous avez créé, montre de la vision, du leadership, de l'innovation. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Un des autres dirigeants, que Sophie reconnut maintenant comme le directeur des ressources humaines de l'entreprise, ajouta « Nous avons préparé un package complet, un salaire de cadre supérieur, des avantages pour toute votre famille, y compris l'éducation de vos petits-enfants au Japon, ou ici, comme vous préférez. Et surtout, une autonomie totale pour mettre en œuvre vos idées. » C'était une offre de rêve. Tout ce que Sophie avait perdu lui était offert à nouveau, et plus encore. Mais « J'ai besoin de temps pour décider, dit-elle. C'est un très grand changement. » Nous comprenons, acquiesça Takeda, mais nous avons besoin d'une réponse dans une semaine. Le projet ne peut plus attendre. Après le départ des Japonais, Sophie s'assit lourdement sur le canapé. Marie revint avec les enfants, qui l'assaillirent immédiatement de questions. « Mamie, ces hommes parlaient drôlement, » rit Lucas. « Ils viennent du Japon, mon chéri, » expliqua Sophie. « Ils parlent japonais. »« Tu vas travailler avec eux, mamie ?» demanda Amy, toujours perspicace. « J'ai vu qu'ils avaient apporté des papiers importants. » Sophie regarda sa famille, Marie, qui avait tant lutté pour trouver sa voie. Lucas et Amy, trop jeunes pour tout comprendre, mais qui méritaient toutes les opportunités du monde. « Peut-être, » répondit-elle finalement. « Mamie a des décisions importantes à prendre. » Ce soir-là, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle prit du papier et un stylo et commença à écrire les pour et les contre de chaque option. L'offre japonaise signifiait un retour au sommet de sa carrière, une sécurité financière, un respect professionnel. Mais cela signifiait aussi recommencer, peut-être s'éloigner de sa famille, abandonner le programme qu'elle avait créé. Rester signifiait poursuivre son travail dans le programme, explorer ses sentiments pour Philippe, préserver la stabilité familiale. Mais cela signifiait aussi accepter des limites, une exposition médiatique, des barrières encore présentes. Au milieu de ces réflexions, le téléphone sonna. C'était Philippe. « Sophie, désolé d'appeler tard, mais je voulais savoir si tout allait bien. J'ai appris que vous aviez eu des visiteurs. » Elle hésita, puis lui parla de la proposition élargie de Takeda. Un long silence s'ensuivit à l'autre bout du fil. « C'est une opportunité incroyable, » dit-il enfin, la voix soigneusement neutre. « Vous devriez accepter. Philippe. » « Non, Sophie, sérieusement, ce serait égoïste de ma part de vous demander de rester alors que vous avez cette chance.
Vous méritez d'être là où vos talents sont pleinement reconnus. Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux. Pourquoi la vie insistait-elle à lui imposer des choix impossibles? Je n'ai encore rien décidé, dit-elle doucement. Mais je devrais. Et Sophie, quelle que soit votre décision, ce que j'ai dit hier reste valable. Mes sentiments ne changeront pas. Après avoir raccroché, Sophie pleura. Elle pleura sur la complexité de la vie, sur les choix difficiles, sur le poids d'avoir des options après des années sans aucune. Marie la trouva ainsi et la serra dans ses bras sans un mot. Parfois, le réconfort silencieux d'une fille est tout ce dont une mère a besoin. Les jours suivants furent un tourbillon. Les médias restaient intéressés par l'histoire, mais Philippe réussit à tenir les journalistes à distance avec l'aide du service juridique. Le programme de développement continuait de croître, avec de plus en plus d'entreprises intéressées par le modèle. Sophie maintenait sa routine, mais tout le monde voyait qu'elle était déchirée. Lors d'une réunion avec les participants du programme, Madame Dubois la confronta. « Sophie, ma chérie, tu as l'air de porter le monde sur tes épaules. C'est un peu comme ça que je me sens, » admit Sophie. « Puis-je te donner un conseil de vieille femme ?» Madame Dubois n'attendit pas de réponse. « Quand j'étais à la croisée des chemins entre continuer à enseigner ou m'occuper de mon mari malade, quelqu'un m'a dit « Choisis ce qui te permettra de te regarder dans le miroir sans regret. » Ce ne fut pas facile, mais je n'ai jamais regretté d'avoir choisi l'amour. « Mais ce n'est pas seulement une question d'amour, » protesta Sophie. « C'est une question de carrière, de famille, d'avenir. Tout dans la vie est une question d'amour, ma chérie, » sourit Madame Dubois. « L'amour pour ce que nous faisons, pour qui nous sommes, pour ceux qui nous entourent. La question est, quel type d'amour pèse le plus dans ton cœur ?» Les mots simples de son amie touchèrent Sophie profondément. Ce soir-là, elle convoqua une réunion familiale. Marie, Lucas et Amy s'assirent autour de la table, le visage empli d'attente. « Famille, » commença Sophie, « je dois prendre une décision importante et vous en faites partie. » Elle expliqua les options, simplifiant pour que les enfants comprennent. Partir pour le Japon signifierait une nouvelle vie, une école internationale, pour eux des opportunités infinies. Rester signifierait continuer leur vie actuelle, mais avec une grand-mère plus épanouie professionnellement. « Tu veux aller au Japon, mamie ?» demanda Amy. « Une partie de moi le souhaite, » répondit Sophie avec honnêteté. « Mais une autre partie veut rester. »« Et oncle Philippe ?» Lucas surprit tout le monde avec sa question. « Il t'aime ?»« Bien, mamie, je l'ai remarqué. » Marie rit, Sophie rougit. « Lucas, c'est vrai, » insista le garçon. « Il te regarde comme le père de Thomas regarde sa mère. »« La sagesse des enfants, qu'en pensez-vous » Sophie décida de poser la question directement. « Qu'est-ce qui me rendrait le plus heureuse ?» Les enfants échangèrent un regard, communiquant dans ce langage silencieux propre aux frères et sœurs. « Mamie, » dit Amy solennellement, « tu dis toujours qu'il faut suivre son cœur. Que te dit ton cœur ?» Une question simple avec une réponse compliquée. Ou peut-être pas. Peut-être que Sophie compliquait quelque chose qu'elle savait déjà au fond d'elle. Le lendemain, elle demanda des réunions séparées avec Takeda et Philippe. D'abord, elle rencontra l'homme d'affaires japonais dans un hôtel discret du centre-ville. « Monsieur Takeda, » commença-t-elle après les politesses d'usage, « votre offre est plus que généreuse. C'est ce que la Yumi d'il y a 20 ans aurait accepté sans hésiter. »« Mais vous n'êtes plus elle, » comprit Takeda. « Pas entièrement, » admit Sophie. « Je suis Yumi et je suis Sophie. Je suis ingénieure et je suis mère, grand-mère. Je suis japonaise et je suis française. Et j'ai réalisé que je n'avais pas à choisir entre ces identités. » Takeda l'étudia attentivement. « Vous refusez notre offre ? Je propose une alternative, » dit Sophie. « J'accepte de diriger le projet, mais en restant basée ici, en France. Je me rendrai au Japon si nécessaire, mais ma base sera Paris. De plus, j'aimerais implémenter ici le même programme de développement des talents que j'ai créé chez Dupont. » L'homme d'affaires japonais sourit lentement. « Vous n'avez pas changé, Yumi. Toujours à trouver des solutions créatives aux problèmes complexes. Je présenterai votre proposition au conseil, mais je crois qu'elle sera acceptée. L'important est de vous avoir avec nous. » Ensuite, Sophie se rendit auprès de Philippe. Il l'attendait dans son bureau, visiblement tendu. « Vous avez pris votre décision ?» demanda-t-il dès qu'elle entra. « J'ai pris plusieurs décisions, » répondit Sophie en s'asseyant. « Premièrement, j'accepte partiellement l'offre de la corporation Takeda. Je dirigerai le projet français, mais je continuerai à vivre ici.
Philippe ne put cacher son soulagement. Deuxièmement, poursuivit-elle, je veux étendre notre programme. Avec le soutien de Takeda, nous pouvons créer quelque chose de révolutionnaire, un partenariat entre nos entreprises. C'est brillant, admit-il. Troisièmement, Sophie prit une profonde inspiration concernant ce que vous m'avez dit. Vos sentiments. Philippe se pencha en avant, plein d'espoir. Moi aussi, je ressens quelque chose, avoua-t-elle. Je ne sais pas encore le définir, mais c'est là. Cependant, si nous explorons cela, ce doit être lentement. J'ai une famille, des responsabilités, et je viens d'accepter un poste important. Je ne peux pas me permettre de tomber amoureux, compléta Philippe doucement. De perdre le focus, le corrigea-t-elle, mais en souriant. Du moins pas complètement. Philippe contourna la table, s'agenouilla près de sa chaise et prit ses mains. Sophie, j'attendrai des décennies si nécessaire. L'important est de savoir qu'il existe une possibilité. Elle regarda cet homme qui avait tant changé, qui avait appris à voir au-delà des apparences, qui la respectait en tant que professionnelle et l'admirait en tant que femme. Il en existe une, confirma-t-elle, mais construisons cela correctement, avec calme, avec soin. Comme une bonne ingénieure, plaisanta-t-il. Exactement, rit Sophie. Ils scellèrent leur accord par une poignée de main qui dura plus longtemps que professionnellement appropriée, mais moins que ce qu'ils auraient souhaité. Les semaines suivantes furent marquées par une transformation accélérée. Sophie quitta officiellement son poste de femme de ménage pour prendre la direction du Centre de développement humain Dupont Takeda. Les médias couvrirent largement l'histoire. Mais Sophie était désormais prête à utiliser cette exposition au profit du programme. Sa première action fut d'engager Madame Dubois comme coordinatrice pédagogique, Monsieur Bernard comme gestionnaire administratif et Céline comme responsable du domaine technologique. D'autres employés ayant révélé des talents cachés furent progressivement intégrés au programme. C'est du népotisme inversé, plaisanta Madame Dubois lors d'une réunion. La femme de ménage qui promeut d'autres femmes. De ménage, c'est de la justice, corrigea Sophie. Des personnes compétentes occupant des postes qu'elles méritent. Le programme s'étendit rapidement. En 6 mois, il couvrait déjà 5 entreprises, identifiant et développant des talents à tous les niveaux hiérarchiques. Sophie se rendait mensuellement au Japon, mais gardait sa base à Paris, dans son modeste appartement qu'elle refusait de quitter. « Tu diriges un programme de plusieurs millions d'euros et tu vis toujours à Saint-Denis ?» demanda Marie, amusée. « C'est là que sont mes racines », répondit Sophie simplement. « Et puis, comment pourrais-je comprendre les besoins réels des gens si je m'isole dans une bulle de privilèges ?» Sa relation avec Philippe évoluait lentement, comme promis. Dîners occasionnels, promenades dans le parc avec les enfants, longues conversations sur le travail qui dérivaient invariablement vers des sujets personnels. Marie observait tout avec un sourire entendu. « Maman, vous savez que vous sortez ensemble, non ?» commenta-t-elle, après un déjeuner dominical particulièrement agréable où Philippe les avait rejoints. « Nous ne sortons pas ensemble, » protesta Sophie. « Nous apprenons à mieux nous connaître. » « Depuis 1 an, rit Marie. Je pense que vous vous connaissez déjà assez. » C'était vrai. La prudence initiale avait cédé la place à une connexion profonde, fondée sur un respect mutuel, des valeurs partagées et, oui, une attraction. Mais Sophie hésitait encore à franchir le pas suivant. Ce fut Amy qui, avec la sagesse innocente des enfants, catalysa le changement. « Mamie, dit-elle un soir tandis que Sophie l'abordait, est-ce que tu aimes tonton Philippe ?» Sophie cessa d'ajuster la couverture, surprise par la question directe. « Pourquoi demandes-tu cela, mon cœur ?»« Parce que tu souris, différemment quand il est là, » observa la petite. « Le même sourire que quand tu regardes nos photos de bébé. » La comparaison prit Sophie au dépourvu. L'amour maternel et l'amour romantique étaient différents. Mais il y avait une part de vérité dans l'observation de sa petite fille. Les deux impliquaient vulnérabilité, don de soi, la volonté de placer le bonheur de l'autre au même niveau que le sien. C'est compliqué, Amy. Les adultes disent toujours ça, soupira la fillette avec un drame enfantin. Mais l'amour, c'est l'amour, non? En effet. Pourquoi compliquer ce qui pouvait être simple? Le lendemain, Sophie prit l'initiative. Elle appela Philippe et l'invita à dîner. Pas un dîner de travail, pas un dîner en famille. Un dîner en amoureux, romantique, officiel. « Tu m'invites à un rendez-vous » demanda-t-il, la surprise et la joie évidente dans sa voix. « Oui » confirma Sophie, se sentant étrangement adolescente, à 53 ans. « À moins que vous ne préfériez continuer à faire connaissance
pendant encore une décennie. J'accepte, rit-il. Où et quand? Laissez-moi faire, dit Sophie. Soyez simplement libre samedi soir. Elle choisit un petit restaurant italien dans le Marais, loin des projecteurs de l'entreprise. Elle s'habilla avec soin, ni trop formelle ni trop décontractée. Marie l'aida avec ses cheveux et son maquillage, toutes deux riant comme des adolescentes se préparant pour le bal. « Maman, tu es magnifique », dit Marie, admirant le résultat. « Philippe est un homme chanceux. »« Nous sommes tous les deux chanceux », corrigea Sophie. « Trouver quelqu'un de spécial à ce stade de la vie, c'est un cadeau. » Le dîner fut parfait dans sa simplicité. Ils parlèrent de tout et de rien, rirent de situations au travail, partagèrent des souvenirs d'enfance. Sans la pression de l'environnement professionnel ou familial, ils pouvaient être simplement Philippe et Sophie, deux personnes découvrant le plaisir de la compagnie de l'autre. « Tu sais, » dit Philippe pendant le dessert, « je n'aurais jamais imaginé retomber amoureux. Après le divorce, je me suis tellement concentré sur le travail que j'ai oublié qu'il y avait une vie au-delà. Et moi, je n'aurais jamais imaginé avoir une première fois, avoua Sophie. À 18 ans, je suis partie pour le Japon. Ensuite, ce fut le travail, la maternité, les enfants. Il n'y a jamais eu de place pour ça, taquina Philippe gentiment. Le romantisme, dit-elle rougissant légèrement, la passion, l'amour qu'on choisit, pas celui qui naît de l'obligation ou des circonstances. Philippe tendit la main sur la table, entrelaçant leurs « Deutz », Sophie Kobayashi, Yumi Kobayashi, femme aux multiples noms et talents, « Je t'aime », toutes les versions de toi. L'ingénieure brillante, la mère dévouée, la grand-mère affectueuse, même la femme de ménage méticuleuse. J'aime ta force, ton intégrité, ta capacité à voir le meilleur chez les gens. Sophie sentit des larmes dans ses yeux. Combien de fois avait-elle rêvé d'entendre de telles paroles? Combien de fois s'était-elle convaincue qu'il était trop tard, que cette partie de la vie était passée? « Je t'aime aussi », répondit-elle, les mots venant plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. J'aime l'homme qui s'est permis de changer, qui a appris à voir au-delà des apparences, qui m'a donné une chance quand d'autres n'auraient vu qu'une femme de ménage. Ils restèrent là, mains entrelacées, deux adultes mûrs, redécouvrant que le cœur n'a pas d'âge pour aimer. Le chemin ne fut pas sans défi. Il y eut des ajustements, des négociations, des moments de doute. Intégrer deux vies déjà bien établies, avec leurs propres histoires et responsabilités, exigeait patience et compréhension. Les enfants adoptèrent Philippe complètement, surtout après qu'il eut prouvé qu'il n'était pas seulement une présence amusante, mais aussi fiable dans les moments difficiles. Quand Lucas se cassa le bras en jouant au football, Philippe était là. Quand Amy remporta le concours de rédaction de l'école, il était au premier rang à applaudir. Marie, d'abord protectrice, accepta peu à peu Philippe comme faisant partie de la famille. Le moment décisif arriva quand elle perdit son emploi à cause de réduction d'effectifs. Philippe ne lui offrit pas seulement un soutien émotionnel, mais utilisa ses contacts pour l'aider à trouver un meilleur poste sans jamais lui laisser penser qu'il s'agissait de charité. « La famille aide la famille », dit-il simplement, quand elle tenta de le remercier. « Et maintenant, nous sommes une famille. » Le programme de développement continua de croître, devenant un modèle national. Sophie fut invitée à des conférences, des colloques, des consultations internationales. Mais elle garda les pieds sur terre, continuant à visiter personnellement chaque entreprise participante, parlant avec des employés de tout niveau. 2 ans après cet appel fatidique en japonais, Sophie se trouvait dans une position qu'elle n'aurait jamais imaginée. Directrice exécutive d'un programme révolutionnaire, consultante internationale, conférencière recherchée. Mais plus important encore, elle était aimée et respectée pour ce qu'elle était, non pas malgré ce qu'elle était. Un samedi matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour la famille désormais élargie, Philippe avait vendu son appartement de célibataire et emménagé dans une maison plus grande où tout le monde tenait confortablement. Sophie songeait à leur parcours. « À quoi penses-tu » demanda Philippe en l'enlaçant par derrière. « À la façon dont la vie prend des tournants inattendus » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Il y a 3 ans, je nettoyais ton bureau. Maintenant, tu nettoies notre cuisine » plaisanta-t-il, recevant une petite tape sur le bras. « Maintenant, je suis heureuse » acheva-t-elle. « Complètement, incroyablement heureuse. » Les enfants dévalèrent l'escalier, Marie juste derrière eux essayant de mettre un peu d'ordre. La table s'anima de conversations, de rires, de projets pour le week-end.
Une famille imparfaite, formée par choix et amour, non par obligation. Le téléphone sonna et Sophie répondit distraitement. C'était Takeda qui appelait du Japon. « Yumi, nous avons une proposition intéressante. Le gouvernement japonais veut implémenter notre programme à l'échelle nationale. Nous aurons besoin de toi ici pendant 3 mois pour tout organiser. » Sophie regarda sa famille réunie. Lucas montrait à Philippe son nouveau projet scientifique. Amy aidait Marie à servir le jus. Tous parfaitement à l'aise, parfaitement chez eux. « Puis-je emmener ma famille ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, ce serait un honneur de les accueillir. » Sophie couvrit le combiné, regardant tout le monde. « Et si nous partions en voyage professionnel au Japon ?» La réponse enthousiaste des enfants, le sourire encourageant de Marie, la fierté dans le « regard de Philippe » disait tout. « J'accepte, monsieur Takeda, mais nous sommes 5 maintenant. » Après avoir raccroché, Philippe l'embrassa doucement. « 5 ? Toi, moi, Marie, Lucas et Amy. Une famille. La meilleure des familles, acquiesça-t-il. Ainsi, Sophie Kobayashi, qui avait caché sa lumière si longtemps, brillait désormais non seulement professionnellement, mais personnellement. La femme de ménage qui parlait japonais était devenue bien plus. Leader, innovatrice, mère, grand-mère, et maintenant compagne. Mais au fond, elle restait la même femme qui avait décroché un téléphone ce matin fatidique. Quelqu'un qui voyait de la valeur là où d'autres ne voyaient qu'une fonction. Quelqu'un qui comprenait que nous portons tous des histoires extraordinaires, attendant simplement l'opportunité d'être racontées. Le programme qu'elle avait créé avait déjà transformé des milliers de vies, révélant des talents cachés, créant des opportunités, brisant des barrières. Mais peut-être que sa plus grande réussite était personnelle. Prouver qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour être qui nous sommes vraiment. Autour de cette table de petit déjeuner, bruyante et chaotique, entourée de ceux qu'elle aimait et qui l'aimaient en retour, Sophie comprit enfin. Le succès ne se mesure pas en poste ou en salaire, mais en connexions humaines, en vie touchée, en amour partagé. Elle avait nettoyé des bureaux pendant des années, mais au final c'était sa propre vie qui avait eu besoin du nettoyage le plus profond, enlevant les couches de peur, d'orgueil blessé et de résignation pour révéler la femme extraordinaire, qui avait toujours été là, attendant juste sa chance de briller. Et elle brilla, non comme une étoile solitaire, mais comme un soleil qui réchauffe et éclaire tous ceux qui l'entourent, prouvant que parfois, les plus grands trésors sont cachés dans les endroits les plus improbables, attendant juste quelqu'un avec des yeux pour voir et le courage de croire. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sophie? Avez-vous déjà repéré des talents cachés dans votre travail? Partagez vos expériences dans les commentaires. Si cette histoire de dépassement vous a ému, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.